Eh bien, je vois que le nombre de participants est en train d'accroître. Merci d'avoir rejoint notre webinaire Mobiliser l'impact. Comment la surveillance des forêts globales mène l'innovation et la collaboration pour combattre la perte forestière. Nous avons de l'interprétation en espagnol, français et en anglais. Je suis Isabelle Barriga, je suis gestionnaire d'engagement pour GFW. Je vais faciliter ce webinaire. Comme mentionné, le webinaire d'aujourd'hui va être facilité en anglais, mais avec interprétation en français et espagnol. Si vous regardez la barre de navigation en bas de votre écran, il y a un icône en forme de globe matricé euh, pour accéder à l'interprétation. Vous cliquez dessus et vous pouvez choisir votre langue préférée. Nous allons aussi répondre à vos commentaires et questions à travers la fonctionnalité Q&A, questions et réponses, avec une période de temps à la fin de notre réunion pour traiter ces questions. Je vais vous laisser un peu de temps pour pouvoir accéder à l'interprétation. Eh bien, prochaine diapo. Je vais vous parler de l'ordre du jour. Nous commençons avec l'accueil. Le sujet d'aujourd'hui est dans deux parties. D'abord, la surveillance des taux de déforestation dans les pays et dans les chaînes d'approvisionnement avec les données et la technologie qui mènent vers plus d'innovation, technologie et des partenariats. Si vous n'êtes pas familier, GFW, la surveillance forestière globale, a mis en place des outils pour la surveillance de déforestation partout. Ça nous a aidé à mettre en place un aire de responsabilisation dans la forestation et déforestation avec une meilleure compréhension des forêts autour du monde avec des partenariats en collaboration dans la mission de réduire et arrêter la déforestation. Nous avons fait célébrer nos 10 ans euh, et soulignons les succès de nos partenaires, nos collaborateurs et tout le monde qui en fait partie. Dans le webinaire aujourd'hui, nous allons se concentrer sur comment les données et les outils ont augmenté la sensibilisation autour de déforestation, comment les partenaires nous ont aidés à utiliser la technologie pour développer les solutions pour mener vers le changement de transformation, que ce soit dans la surveillance ou les chaînes d'approvisionnement. Nous allons avoir Fred Stoll aujourd'hui, directeur adjoint du programme forêt du WRI, Lise Goldman, responsable de la recherche SIG Global Forest Watch, Rémi Denuncio, ouais, et Willy Schubert. Willy Schubert, vice-président des programmes et rédacteur en chef Pongabé. Rémi, responsable sciences et données, partenariat sur les données forestières, agent forestier du FAO. Je vais être encore votre modérateur ou facilitateur, Isabella Barrega. Nous allons avoir des présentations suivies par une partie où nous traiterons vos questions. Vous pouvez donc utiliser la fonctionnalité questions et réponses tout au long de ce webinaire. Alors maintenant, nous allons commencer avec la surveillance des taux de déforestation dans les pays. Bonjour tout le monde, bon après-midi, bonjour, bonne soirée. Depuis 10 ans, notre société publie des données sur la perte de couverture arborée. C'est notre objectif de vous fournir avec des données consistantes pour que les personnes
toutes les personnes peuvent comprendre la déforestation mondialement. Maintenant, nous pouvons se concentrer sur la perte primaire arborée liée avec les émissions en carbone et de se concentrer sur les zones où il y a de la déforestation qui est rapide, où nous pouvons essayer de terminer cette perte. Mais ça est dû à une évolution depuis 10 ans et je voudrais vous montrer comment le rapportage peut nous aider à réduire la déforestation. Je veux revenir à 2003 avec les données depuis l'Université de Maryland. Kay White, le directeur maintenant, nous étions des analystes à ce moment. J'étais dans un bureau avec elle, avec Nancy Harris, qui est le co-directeur de recherche pour Carbon Lab, et nous nous disions, ce sont des données intéressantes avec des résultats intéressants. Nous allons écrire un blog. Nous l'avons fait. Et nous l'avons publié avec une mise à jour d'une carte sur GFW et puis nous avons suivi avec le reste de notre travail. Comme vous voyez, avec ce tableau, nous pouvons rapporter que presque 20 millions de hectares ont été perdus en 2016. 2015 et nous pouvons voir au niveau national, sous-national, mais il y avait beaucoup de limitations qui ont restreint ce que nous avons pu vraiment publier comme résultat annuellement parce que les données de l'Université de Maryland mesurent la perte de couverture arborée, mais ne mesurent pas la différence entre les forêts sauvages et les forêts plantées, les animaux sauvages, etc., la chasse, etc. Nous n'avions pas eu les informations de comment et pourquoi les forêts changeaient. 2016 était l'année où nous avons publié notre produit d'alerte de déforestation pour pouvoir retracer et surveiller en temps réel et d'agir de manière plus rapide. Il y a une évolution très intéressante vers les données d'alerte et le type de rapportage qui pourrait être effectué avec ces informations dont je n'ai pas le temps d'en parler, mais mon co-présentateur va vous en parler bientôt. Prochaine diapositive. Alors, nous étions dans une situation où il n'y avait que des rapports sur la perte de couverture arborée 2015, 2016 et finalement en 2018 avec le lancement de nos données, nous avons pu commencer à voir ce que nous pourrions donner comme publication parce qu'il y avait des informations pour Brésil, RDC et Indonésie. Il y avait la possibilité d'enlever les plantations en arbres et vraiment regarder les forêts primaires, ce qui est important pour plusieurs raisons. Ce sont des lieux qui ont typiquement plus de biodiversité, qui stockent plus de carbone et émettent plus d'émissions en carbone avec la déforestation. Elles représentent un changement plus permanent. Les forêts primaires, quand elles sont coupées, elles ne vont pas revenir vers un état de forêt primaire dans euh, euh, nos vies. Alors, nous avons pu utiliser ces données pour la première fois en sélectionnant les différents pays. Et comme vous voyez sur le tableau, nous avons pu commencer à parler avec des autres experts dans le secteur, nos contacts au niveau pays pour comprendre les données aussi. Nous avons pu voir que la perte en 2016 et 2007 ont été dues à l'activité des incendies forestières. Prochaine diapositive. Et puis en 2019, c'était notre prochaine publication de données, de grosses montées de données de l'Université de Maryland, s'étendait pas seulement à ces trois pays, mais tous les États tropiques avec une comparaison à travers les différents pays qui est très centrale à GFW et nous ont permis de se concentrer sur la perte primaire des forêts primaires qui sont très, très importantes. Et puis, si nous regardons 2021, et la publication de ces données, c'était la première année où nous avions eu des informations ou des données de 30 mètres, de pouvoir voir la perte due
aux incendies à travers le monde. Et comme vous voyez, les incendies, ça joue un rôle important dans les forêts, dans les tropiques et en dehors avec des incendies immenses au Canada, Russie, des parties d'Europe dans les années récentes. Alors, la possibilité de surveiller cet élément est très important pour capter cette augmentation dans l'activité des incendies. Et nous pouvons appliquer ces données au niveau sous-national et au lieu de juste avoir ces informations pour 2017 et 2018 pour le Brésil, hein, nous avons pu quantifier combien de cette perte était associée avec les incendies forestiers pendant ces années-là. Alors, 2021, c'était l'année de la publication de notre revue des forêts mondiales. C'est un rapport qui s'adapte à travers l'année et mis à jour par rapport aux états des forêts mondiales. Il ne faut pas juste publier des données et espérer que les individus puissent comprendre. Nous devrions fournir mais nos interprétations de ces données, notre première revue, regarde les données à travers des différents indicateurs, l'étendue de la forêt, la condition, les statuts, protégés ou pas, biodiversité, services écologiques et les problématiques sociaux et de gouvernance avec des parties sur les tendances de chaque pays. Et ça héberge nos publications de pertes annuelles. Alors, les personnes qui les reçoivent peuvent regarder les autres parties pour comprendre l'interprétation de ces données de manière plus large. Dernièrement, le changement le plus récent de nos rapports, c'est en fournissant un tracker des cibles sur le revue qui met les données dans le contexte de pertes forestières avant 2030 et ça montre clairement que nous ne pouvons pas atteindre notre objectif et engagement de limiter la perte arborée et avant, c'était un sentiment avec les données, mais maintenant, chaque année, nous pouvons mettre à jour notre analyse et voir si nous sommes sur la bonne voie ou pas. Alors, où est-ce que ça nous a mené à une couverture massive de nos données par les médias chaque année, que ce soit au niveau international et dans les pays tropiques? Des améliorations de données avec les améliorations du site du GFW qui est plus facile à accès à comprendre et le travail soigné de notre équipe de communication a transformé cette époque de trois femmes qui parlaient d'écrire un article sur un blog. Maintenant, nous avons vraiment toute une structure qui surveille le changement forestier chaque année. Pour conclure, je voulais juste résumer un peu les améliorations sur la récolte et utilisation des données et quel impact ça a eu sur les engagements et les politiques par rapport aux forêts depuis 10 ans. Comme nous voyons dans cette ligne chronologique, nous avons les données annuelles de couverture qui a été publiée en 2014, juste avant, les alertes GLAD. Les données primaires des forêts primaires, nos cartes des plantations Global Forest Watch Pro, qui est le GFW concentré sur la chaîne d'approvisionnement, le modèle flux de carbone, les alertes radar, tout ça est en train d'être lancé avec les plus grands engagements qui ont jamais été faits pour protéger les forêts. Ce n'est pas une coïncidence qu'avec nos données et l'amélioration des données, que la politique a changement parce qu'il y a maintenant la possibilité de surveiller les forêts ouvertement. Je suis intéressée de voir comment ça évolue dans les 10 ans à venir parce qu'il y a des questions et des améliorations à faire avec nos données. Juste les exemples parce que ce serait les cartes ou une cartographie de la chasse annuelle.
de voir plus les causes, de améliorer nos informations des meneurs et de cartographier les changements en dehors des forêts comme euh, les changements végétaux. Et je sais que ça va aider les personnes à comprendre les nouvelles sets de données et de faire en sorte que les données et les recherches les plus récentes soient disponibles, transparentes et accessibles à tout le monde gratuitement. Merci beaucoup, Lise. C'est incroyable d'entendre de comment a évolué GFW depuis ce premier blog et maintenant nous avons tous ces rapports annuels et tous ces outils. Maintenant, je vais donner la parole à Willy pour parler de comment Mandeville a utilisé ces informations dans leur rapportage et investigation. Merci Isabella et bonjour depuis les forêts de Pennsylvanie. Je suis avec un Manga Bay. Nous sommes des journalistes à but non lucratif qui donnent des informations sur les écosystèmes et des forêts pluviales tropicales sont au centre de ce travail. Ce que nous faisons pour progresser sur notre mission, nous utilisons le journalisme pour créer des cas ou des exemples où la déforestation est arrêtée avant que ça ait un impact irréversible sur l'environnement. Je pense que la diapositive qui montre les engagements de réduire la déforestation ou arrêter la déforestation euh, représente un exemple de la mission dans son ensemble dont nous opérons. Prochaine diapositive. Alors, nous sommes en train d'utiliser des données satellites en temps quasi réel qui sont fournies par GFW pour identifier les zones où la perte de couverture arborée est souciant et de le couvrir et de l'investiguer sur le terrain. L'image de cet impact pour dans 10 ans, s'il y a une chose que je voudrais que vous souvenez de l'impact d'après 10 ans de GFW, c'est que maintenant, c'est beaucoup plus difficile de cacher la déforestation et l'ignorance n'est plus une excuse. Je vais vous montrer quelques études de cas, quelques, é- euh, quelques cas que nous avons vus et dans l'esprit de 10 ans d'impact, nous allons revenir au début du GFW en 2014. Vous pouvez montrer la prochaine diapositive, un cas qui est lié avec l'industrie du cacao. Nous savons que la conversion des forêts pluviales pour l'agriculture est une des sources primaires de la déforestation. Prochaine diapositive, c'est ici où je vais vous montrer. Vous avez vu tous les points roses qui s'étendent. Récemment, nous allons regarder un bloc solide au Pérou, près de Quitos, dans l'Amazone. C'est là où nous allons regarder l'histoire derrière les pixels. C'est ce dont nous parlons. Vous regardez la prochaine diapositive. En 2014 ou fin 2014, une société qui s'appelle United Cacao a lancé une introduction en bourse pour les investisseurs en disant que ce sera un changement positif dans l'industrie de cacao avec des pratiques durables et des pratiques humanitaires dans le main-d'œuvre, ce qui était un souci à l'époque et ça en est toujours, et ils ont fait beaucoup de promesses. Ils ont pu lever des millions de dollars sur la base de ces promesses parce que ça a engagé l'intérêt de beaucoup d'individus et ils étaient sur la voie de devenir une des plus grandes sociétés de cacao dans la région, mais ce n'était pas vrai ce qu'il promettait. Nous avons pu le reconnaître et le constater dans les données de l'Université de Maryland que je vous ai montré
Plutôt, la société a revendiqué, disant qu'ils travaillaient dans les lieux déjà dégradés, déjà fragmentés pour l'agriculture. Ce n'étaient pas des forêts primaires, comme Lise a dit. Il disait non, ce n'était pas des forêts primaires, c'était du travail dégradé. Nous sommes en train de mettre en forme. Si vous regardez la prochaine diapositive, nous avons pu travailler avec une coalition de scientifiques, y compris des partenaires de GFW, pour voir l'étendue annuelle et de voir la période de temps où ces 2000 hectares de forêt ont été détruits. C'était pendant la préparation avant leur demande de IPO et ce n'était pas dégradé avant leur présence. Et regardez la diapositive suivante, en entrant sur le terrain, de se demander ce qui s'est passé, de le voir en personne, de vérifier les images de satellite avec des sources supplémentaires d'informations. C'est critique aussi comme il y a cet effet de réseau autour d'un plateforme comme le GFW. Alors, cette coalition d'individus et d'institutions se sont réunis pour aider avec cette situation parce qu'il y avait une demande croissante de expansion sur cette IPO de cette société avec la couverture des médias localement et au niveau international. Il y a les OSC locaux et le gouvernement de Pérou ont agi en 2017, plus de 2 ans plus tard. Le PDG de United Cacao et des autres exécutifs euh, ont résigné et ils ont été retirés de la bourse de Londres. Alors, ça veut dire que cette promesse d'expansion ne pouvait pas s'effectuer et 5 ans plus tard, trois des employés du subsidiaire au Pérou ont été sous procès et jugés coupables pour le trafic et de la déforestation, mais le trafic des produits des forêts, de la forêt pluviale et ont été mise en garde à vue et devait payer des amendes. Les avocats ont dit qu'ils utilisaient les images de satellite pour reconstruire l'histoire de la forêt comme preuve dans le procès. Alors, c'est un grand effort pour l'impact. Ça demande un effort communautaire. Je vais en revenir, mais quel était le résultat de ce travail? C'était l'arrêt de l'investissement pour ne plus étendre leur travail. Nous avons pu éviter les 80, 96 000 hectares planifiés de déforestation, qui est équivalent à 16 fois la taille de Manhattan. Alors, il y avait un impact aussi sur le climat avec 28,9 millions de tonnes d'émissions de CO2 évitées. Alors, mais cet impact, ça a pris des années et des années pour voir le jour et ça, c'est très réel. Et quels sont les impacts plus à court terme en continuant avec cet esprit de 10 ans, regardant la prochaine diapositive? Alors, des millions de pixels, des alertes, des pixels sont, euh, li- sont distribués. Alors, nos journalistes sont en train d'investiguer les causes racines de la déforestation dans le terrain. Je voudrais vous proposer un autre cas qui est plus récent avec des similitudes. Prochaine diapositive. Ceci implique l'expansion des communautés ménonites en Amérique latine. C'est un sujet que nous couvrons depuis des années. C'est une tendance dans l'histoire de la déforestation qui date des centaines d'années. Alors, continuons à documenter cela.
Alors, les alertes dont Lise parlait, la capacité d'avoir des informations en temps réel, beaucoup plus rapide, ça veut dire que nous pouvons agir plus rapidement, de voir les choses pendant qu'elles s'évoluent pour agir et répondre à cette activité. Un exemple, c'est que les données satellitaires peuvent nous dire que une région à côté d'une de ces colonies a construit un pont à travers cette rivière. Et ça, c'est une prévision. Ça montre qu'il y a de l'expansion qui est planifiée. Et vous le voyez, mais il faut que les individus le sentent. Et pour ce faire, les journalistes vont sur le terrain et font des entretiens, des interviews. Il y a une photo d'un de ces fermiers en Bolivie, mais aussi des communautés indigènes qui vivent dans ces mêmes régions avec ces colonies. Et alors, il y a un, un- il y a une tendance dans l'expansion de l'agriculture de plantation. Cette petite histoire, elle était très importante, mais les données ont été utilisées avec cette histoire pour tout mettre en contexte. Nous utilisons les données de ces alertes pour trouver des autres zones similaires avec cette même tendance d'expansion. Et ça montre cette tendance et cette sensibilité et cette promesse de suivre cette évolution et cette tendance. Ça a résulté dans un impact au Suriname. Ce n'est pas nécessairement quelque chose dont les individus entendent parler. C'est sur la côte du Caraïbe de l'Amérique du Sud. En décembre 2023, Mugabe était le premier à révéler les plans du gouvernement du Suriname de développer plus de 500 000 hectares de forêt tropicale, 1% de la couverture forestière, 5 fois la taille de la plantation planifiée pour United Cacao. Ils ont mis en place un accord pour approuver des projets dont, de manière non transparente, et Mugabe a pu révéler qu'il y avait aussi des partenaires qui se rejoignaient. Ici, c'était un rapport de suivi en utilisant les images du satellite NICVI pour montrer où les colonies allaient s'étendre, qui était responsable pour ces colonies. Et récemment, en juin, un tribunal de Suriname a approuvé une injonction déposée au nom de 12 groupes autochtones et marrons pour arrêter le plan, disant qu'ils n'avaient pas eu le consentement libre, préalable et éclairé. Alors, c'est encore de la déforestation évitée, mais c'est une histoire qui est toujours en évolution, toujours en progrès, en cours. Ça prend des années, il faut continuer à la suivre et je pense que la présentation de Lise a montré clairement que l'engagement, ça peut descendre si vous regardez les millions d'hectares par an, une demi-million d'hectares, ce projet en lui seul augmente le nombre de millions d'hectares qui sont déforestés. Alors pour les éviter, c'est très important et c'est en ayant cet accès libre de toutes ces données et de ces informations. Je vais vous laisser là. Je suis ravie et très enthousiaste de continuer à suivre ces données pour les utiliser, pour continuer à informer le public sur les risques de déforestation. Merci, Willy. Merci d'avoir partagé les informations et comment les données vous ont aidé à
pouvoir faire des rapports et mettre tout ça en contexte. Maintenant, nous allons sur la deuxième partie, la surveillance de la déforestation dans les chaînes d'approvisionnement. Je vais donner la parole à Fred qui va vous donner le contexte, comment le GFW que peut être utilisé par les sociétés pour gérer et surveiller le risque de utiliser des produits qui ont été produits par la déforestation avec leurs partenaires ou leurs fournisseurs. Merci Isabella et merci Willy parce que c'est vrai que ça m'a rappelé ici au début 2012 avec vraiment lorsque l'on a commencé et c'est vrai qu'on a pensé comment est-ce que l'on pouvait mettre les choses en place, quelle pouvait être cette forme de plateforme. Et donc on voit ici quelques années plus tard tout le travail fantastique ici qui est effectué grâce à la technologie pour avoir un meilleur impact. Cela fait également finalement partie d'un thème et je voudrais revenir ici sur le rôle vital eh bien, les informations spatiales dans la gestion de la déforestation. Ces dernières années, nous l'avons vu, cela pouvait être utilisé à différents niveaux, gouvernementaux, privés. Alors, cela a été mis en place dans le cadre de différents partenariats. Les données spatiales, notamment dans la chaîne d'approvisionnement, sont essentielles parce que, bien évidemment, comment est-ce que l'on peut avoir des données précises que l'on peut utiliser et les données spatiales et les politiques ici euh, eh bien, sont souvent associées parce que, bien évidemment, si vous n'avez pas d'outils de suivi, vous ne pouvez pas voir les résultats des initiatives ou des mesures que vous mettez en place. Dans ce cas-là, cela a bien évidemment un impact sur ces mesures. Donc, cela vous donne de nouvelles opportunités et il s'agit par conséquent de pouvoir travailler ici sur ces éléments et il s'agit réellement il s'agit de ce suivi, suivi du changement. Et justement, je voulais revenir notamment sur cette présentation sur cela. Notre développement en matière de données spatiales. Bien évidemment que ici, les choses ont beaucoup évolué depuis le début. Cela a été montré tout à l'heure. Et ce que l'on voit également, c'est que le cadre réglementaire évolue. Il y a de plus en plus d'exigences en matière de responsabilité, d'où viennent les produits, leur origine, d'où vient ici, eh bien, les produits que nous consommons et quel est donc l'impact de notre consommation en tant que consommateur. Par conséquent, on voit vraiment émerger ce besoin d'avoir des données fiables, savoir eh bien, où pousse le café que nous buvons tous les matins. Et cela souligne donc les engagements des différentes entreprises, des gouvernements de pouvoir permettre ce suivi. Donc, il y a une vraie demande en matière de transparence et traçabilité. Et ça, c'est quelque chose qui est réellement constaté. Et ça reste problématique parfois pour les gouvernements, parce que bien évidemment, la question, c'est qu'on veut savoir ici, eh bien, d'où vient notre café. Ça, c'est très bien, mais souvent, les entreprises ou même les gouvernements ne sont pas prêts à apporter une réponse.
Donc ici, encore une fois, eh bien, Rémi, tout à l'heure, après ma présentation, reviendra sur ces éléments. Est-ce que vous pouvez déjà constater que ce sont ces différents groupes? Alors, vous avez Unilever, vous avez une entreprise agroalimentaire, vous avez évidemment différentes agences onusiennes, gouvernementales, l'USAID, mais aussi un géant de la technologie comme Google, afin de pouvoir mettre à disposition des données. Il ne s'agit pas seulement que de la quantité des données et de la qualité de ces données, mais aussi ensuite, il faut que ces données puissent être utilisables. Et c'est là où justement il faut créer des outils qui soient faciles à utiliser. Donc c'est une vraie évolution ou révolution, certains diront, dans l'utilisation des données pour promouvoir la transparence et la traçabilité des produits. Cela fait partie réellement ici d'un nouveau domaine important et c'est vraiment un domaine d'intérêt important. Et après ma présentation, nous pourrons, je sais, en reparler avec Rémi. Donc après cette petite introduction, je repasse la parole à Isabella. Merci beaucoup, Fred, pour cette mise en contexte, parce que justement, Rémi va revenir sur le partenariat Données-Forêt, donc FDP. Rémi, quand vous le souhaitez. Merci Isabella. Merci Fred également pour cette introduction. Comme cela a été dit tout à l'heure par Lise également, eh bien, nous avons eu différentes approches pour réduire la déforestation en lien avec la consommation et la production de produits. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a réellement ici des réglementations. Donc la FAO, avec d'autres partenaires, ont cherché à développer ici des systèmes de suivi robustes et fiables. Les solutions sont donc adoptées, utilisées pour soutenir les luttes contre la déforestation et voir comment est-ce que dans ce cadre-là, nous pouvons promouvoir ces éléments. Alors avant de voir comment, au sein de la FAO, que nous pouvons justement promouvoir cette transparence et différents outils, je voudrais ici revenir, et c'est un peu sur une mise en contexte un peu plus globale, parce que tout à l'heure, eh bien, il y a déjà une question qui a été d'ailleurs posée dans le chat tout à l'heure. Il s'agit ici de quelle est la différence entre l'utilisation, la couverture forestière et l'utilisation forestière. Alors au jour d'aujourd'hui, eh bien, nous avons accès à des propriétés ici de couverture. Cependant, ici, eh bien, il faudrait également parler de l'accès aux informations et voir la perte de couverture forestière. Ce n'est pas toujours que de la déforestation. On sait aussi que la déforestation peut également justement être considérée comme une utilisation de l'utilisation des terres sans qu'il y ait pour autant une perte importante de couverture forestière. Alors, les informations ici qui sont disponibles, notamment avec Global Forest Watch, encourage évidemment à regarder également ici ces différentes illustrations. Comme vous pouvez voir, les illustrations que j'ai indiquées ici sur cette diapositive viennent justement du GFW et essayer justement de voir comment on cherche à répondre à cette question de l'utilisation des terres. Et c'est important donc de bien comprendre la différence entre ces concepts.
Si on continue cette fois-ci en expliquant comment nous avons intégré ces différences et ces différents concepts vers une approche destinée à soutenir ici le respect des exigences internationales en matière ici de couverture forestière. Alors, il y a différentes cartes qui sont disponibles pour ce suivi, mais ces cartes sont parfois différentes. Il y a des questions de définition, comme celle que je viens d'expliquer sur certains concepts, mais aussi les processus de classification. Et ce qui est là très intéressant au niveau ici agricole, on voit beaucoup plus de convergence, surtout lorsqu'on utilise les mêmes définitions. Et on voit que différents produits de couverture forestière pourraient nous donner donc des informations très intéressantes sur l'utilisation des terres. Donc, on a besoin de ces informations pour pouvoir justement expliquer ce qui se passe dans des circonstances en particulier. Nous voulons donc cette approche de convergence des éléments de preuve et nous avions donc publié cette description par rapport à ce que nous faisons, associer cela pour soutenir le respect ici des réglementations. S'agissant des outils qui sont développés au sein de la FAO avec des partenaires, avec de la WRI, avec d'autres parties prenantes, sont vraiment des processus très ouverts et nous voulons être transparents et nous voulons ici que ces processus soient réutilisables, reproductibles. Et c'est ainsi que nous devons réellement reconnaître tout le travail de Global Forest Watch s'agissant de la reconnaissance de la technologie et de ces systèmes qui sont importants. Nous avons donc ces concepts. Nous avons ici cette convergence des éléments de preuve. Et ensuite, ici, il y a aussi toute une dynamique très positive, comme par exemple cette initiative et ce hub de Team Europe, avec notamment ici, avec c'est lancé par l'Institut européen et également les écosystèmes forestiers durables. Il s'agit donc, encore une fois, de créer des environnements ici qui permettent cet accès au marché. Et lorsque nous avons développé Slack, alors dans ce cadre-là, donc de la SAFE, donc des écosystèmes forestiers pour une agriculture durable, il y a eu donc différents prototypes qui ont été conçus, donc toute une infrastructure publique, numérique, interopérable, afin de pouvoir réellement promouvoir ces outils, parler des changements et traiter tout cela pour que l'on puisse donc générer des informations ici qui sont importantes et donc avoir une évaluation des risques de déforestation. Et donc, nous sommes au niveau de la parcelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, grâce à cette approche, eh bien, nous voulons développer ensuite des solutions avec ces différentes composantes. Afin de vous rappeler légalement dans le cadre de ce processus que nous faisons. Nous collectons donc ces différentes couches d'informations, 4 blocs thématiques, couverture forestière, produits, ici également les perturbations avant 2020 et après 2020,
Donc ici, au niveau de la parcelle, encore une fois, de la parcelle de terre, nous avons ici des analyses des données géospatiales. Et ensuite, on a donc cette évaluation des risques ici, conformément aux définitions. Donc, c'est juste pour vous montrer ce qui se passe dans le cadre de ces analyses de données. À chaque ici élément, il s'agit d'une convergence également des éléments de preuve. Et un des éléments les essentiels, c'est aussi de reconnaître bien, les données qui sont donc créées au niveau régional. Et notamment, j'ai un exemple à vous montrer avec la Côte d'Ivoire qui a cette année publié bien, une carte pour l'année 2020 de la couverture forestière, notamment ici avec le cacao, la production de cacao, qui fait partie ici d'une grande production. Et donc, ce sont des informations très utiles pour soutenir ici la politique de zéro déforestation. Et donc, on a intégré Slack, comme le fait Forest Watch, avec toutes ces couches de données. Et désormais, cela fait partie ici de ces cartes officielles. Donc, si vous regardez, justement, vous cherchez une parcelle de terre en Côte d'Ivoire, vous voyez, vous aurez donc accès spécifiquement à cette parcelle. Et donc, c'est extrêmement utile pour comprendre vraiment ce qui se passe au niveau de la parcelle. Je voudrais également insister sur le fait que nous voulons soutenir les petits propriétaires terriens. C'est un projet open source qui a été développé en partenariat avec Google. Et il s'agit d'utiliser ces plateformes ici de collecte des données avec également des capacités informatiques et de traitement de données qui permettent d'avoir des systèmes de traçabilité renforcés. Nous permettons ainsi aux petits exploitants de pouvoir générer donc des informations qui permettent de soutenir la zéro déforestation. C'est une application disponible sur les appareils mobiles, Android. Et ici, nous sommes donc ravis de pouvoir utiliser Slack. Et vous voyez des exemples avec quelques photos du Kenya dans le secteur du café et en Côte d'Ivoire, également dans le secteur du cacao. Et très bientôt, nous allons avoir en fait le lancement et public justement de cette application Foris. Et ensuite, vous aurez donc accès également à Slack. Alors, j'ai presque terminé avec mon avant-dernière ici diapositive. Je voulais ici expliquer que ça a été un partenariat très intéressant pour nous. Donc, c'est encore une fois un outil complètement anonyme. On ne teste pas les données. Et ici, ce sont juste des voies de traitement des données. Nous n'allons pas non plus enregistrer ces données. Vous obtenez donc des tableaux avec des statistiques. Et donc, nous voulons que cela reste le plus simple possible. Le point d'entrée, c'est un API. Vous avez le lien ici, en haut de l'écran. Il faut que cela reste simple à utiliser, ouvert et gratuit. Et parce que c'est ce que nous voulons faire. Nous voulons que cela puisse être adopté et disponible pour l'ensemble des processus. Et il y a également différents fournisseurs. Ici, notamment Carto, mais aussi de même d'autres sources. Et vraiment, nous sommes ravis de voir cette mise en œuvre des meilleures pratiques.
Pour conclure, si vous souhaitez d'autres informations complémentaires, nous avons aussi un site internet qui est dédié à cela. Vous pouvez tester l'API sur ce site. Il y aura d'autres développements et intégrations avec d'autres solutions de suivi. Mais je suis ravie de voir qu'à l'heure actuelle, il y a des solutions qui cherchent à réconcilier l'utilisation des terres et la couverture forestière. Et nous voyons vraiment que c'est excellent exemple et permettre ainsi de mettre cela en place sur le terrain, qui est d'avoir un vrai impact. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Rémi, pour toutes ces informations. C'est incroyable de voir ici les débuts aussi, comme quelle était l'évolution, comme Fred l'a dit. Et à cette étape, vraiment, on voit de plus en plus d'acteurs qui sont impliqués, des journalistes aux entreprises de la chaîne d'approvisionnement qui sont vraiment impliqués avec des exemples donc concrets. Donc c'est important. Merci à nouveau à tous nos intervenants aujourd'hui. Nous allons donc maintenant passer à la section de questions-réponses. Alors, nous avons reçu de nombreuses questions dans le chat. Merci beaucoup. Et je voulais également ici donner la possibilité à nos intervenants d'allumer leur vidéo. Et nous allons commencer à répondre à toutes les questions qui nous ont été posées et donc qui ont été nombreuses. Alors, commençons. Il y a plusieurs questions qui nous ont été posées sur l'EUDR et donc cette réglementation ici européenne, notamment avec l'industrie de l'huile de palme, notamment par exemple au Colombie où il y a eu d'énormes efforts ici, mais que c'est très difficile afin de pouvoir réellement détecter tous les signaux de déforestation ici. De même, tout à l'heure, on nous a donné des exemples. Comment est-ce que le GFW a réussi à faire ce suivi de la déforestation dans la chaîne d'approvisionnement avec donc des exemples concrets. Alors, je ne sais pas, Willy, Rémi, Fred, comme vous le souhaitez, mais si vous voulez bien revenir sur cette réglementation européenne, le UDR, et justement, comment est-ce que l'on peut avoir donc un meilleur suivi de la chaîne d'approvisionnement? Alors, je vais bien essayer de répondre, notamment pour l'huile de palme en Amérique latine. Alors, évidemment, c'est un vrai problème, la fiabilité des données sur le terrain et aussi la possibilité de pouvoir réellement vérifier ces données sur le terrain ou les images satellites. C'est important, ça fait partie évidemment des exigences de ce processus. Mais si c'est physiquement impossible, eh bien, qu'allez-vous faire? Il faut dans ce cas-là s'appuyer sur les communautés locales. Et donc, nous, ce que nous avons pu constater avec la pandémie, où évidemment les déplacements n'étaient pas possibles. Donc, ici, au-delà des risques de violence physique, parce que finalement, que nous avons abordé ce thème, et bien maintenant, les personnes ont accepté de partager aussi des informations sur ce qui se passe au niveau de la communauté, sur leur terre. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer. Et donc, ça, c'est un exemple très important. Et Rémi a donné un excellent exemple ici avec cette application, mais il y a d'autres produits aussi qui ont le même objectif, de pouvoir réellement permettre cela. Et ça se base sur la confiance, du coup. Ça veut dire beaucoup de confiance, évidemment. Et donc, communiquer avec des personnes qui peuvent utiliser, faire partie de ces mécanismes, notamment avec certains rapports. Et aussi, je pense ici que pour les réponses à ces questions, il s'agit vraiment de pouvoir obtenir des informations des communautés.
sans avoir à se déplacer parce que ça peut être très difficile et donc obtenir ces informations de la part des gouvernements. Il y a eu beaucoup de travail de fait sur la collecte des informations, des actions ici officielles. Et donc, compiler toutes ces informations, recouper les informations. Et c'est pour cela, encore une fois, que c'est important. Notamment eh bien, que ça fait partie de ces besoins. Alors, si vous voulez vraiment que ce travail soit fait pour vérifier ces informations en toute bonne foi, vous allez avoir besoin des communautés. Merci, Willy, pour cette information. Merci. Vous avez parlé évidemment de ces différents outils, de l'importance. Alors, c'est important ici. Alors, c'est important notamment. Alors, il y a comment aussi réduire les risques dans le cadre, toujours sur cette question. Oui, alors notamment pour le café, le cacao. Eh bien, là, encore une fois, c'est vrai que donc cette loi européenne ici, qui va donc entrer en vigueur. Donc, nombreuses sont les entreprises qui souhaitent eh bien comprendre. Et il va s'agir de voir justement et de se concentrer sur ces éléments des besoins. Et là, encore une fois, ça permet d'avoir cet élément. Donc, on se concentre ici sur différents domaines pour aider justement que cela. Et donc, il y a des exemples qui sont donc concrets pour travailler sur ces éléments et notamment par rapport à ces analyses, c'est ce qui est important. Et c'est ainsi que l'on peut avoir des éléments. Alors, je ne sais pas nécessairement ici, je ne sais pas quoi dire d'autre. Ici, je pense que la réponse est complète, mais je ne sais pas, peut-être que Rémi peut ajouter quelque chose de la part de la FAO. Peut-être juste pour compléter, on cherche à développer des outils, pas nécessairement soutien ici d'une réglementation d'une autre. C'est vrai que le UDR impose des contraintes importantes et c'est vrai que certains des outils peuvent répondre à ces contraintes. Mais je pense qu'un des points positifs, je dirais, eh bien, il s'agit de sensibiliser. Cela a été très bien illustré par ce qu'a raconté Willy aujourd'hui. Ces sources d'informations sont uniques dans le cas des chaînes d'approvisionnement. On a déjà vu un impact important. Le fait que cette réglementation donc, arrive, eh bien, cela pousse les principaux acteurs à trouver des solutions. Et par conséquent, on peut vraiment faire un vrai suivi de cette déforestation. Et donc, ces sources d'informations. Eh bien, là encore, il y a donc des façons de pouvoir effectuer ce suivi de la déforestation et donc il y a des conséquences. Et donc ça, ce sont des messages aussi qui sont des messages forts. Donc je pense qu'il y a des avantages très clairs pour l'environnement. Merci beaucoup, Rémi. Merci pour cette mise en contexte.
Et je pense que cela représente donc des cas de figure qui sont très intéressants, avec des perspectives intéressantes. Alors, notamment par rapport à la présentation aussi de Lise, il y a une question qui a été posée, notamment sur le terme en temps réel. Alors, c'est très souvent utilisé pour l'imagerie spatiale au jour d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vraiment clarifier la latence de l'imagerie? Est-ce que vous pouvez peut-être revenir là-dessus, Lise? Merci. Oui, je peux répondre à ça. Ça dépend du satellite dont les informations viennent. Un autre facteur, c'est aussi quel niveau de couverture nuageuse est dans la région, parce que dans les tropiques, nous pouvons avoir un satellite qui passe au-dessus d'une zone, mais avec beaucoup de nuages et seulement des données optiques. Nous ne pouvons pas voir les changements sous les nuages, mais nous avons des données basées sur les radars qui pénètrent les nuages, qui est disponible à travers les forêts primaires et humides. Et aussi, nous avons des alertes intégrées qui combinent les différentes récoltes de données en termes de preuves au lieu de regarder chaque système d'alerte individuellement. Nous pouvons les combiner et fournir des informations de plus en plus rapides pour confirmer à travers multiples systèmes s'il y a une alerte à soulever. C'est pour simplifier l'utilisation à travers ces différentes alertes et confirmer l'alerte. Et les spécifiques, nous sommes content de pouvoir partager un blog là-dessus, mais ça dépend du satellite. Les données de GLAD sont de temps de revisite de 8 jours. GLAD S, c'est tous les 5 jours. Les données RAD sont tous les 6 à 12 jours. Alors, ça dépend et ça dépend aussi de la couverture en tant que nuage. Et cette question de périodicité se montre aussi dans les résultats. Il y a les temps à la fin de l'année, s'il y a beaucoup de couverture des activités d'incendie, la fumée et les nuages de fumée, des fois, c'est pas intégré dans la même année calendrier de cette activité. C'est juste parce que nous n'avons pas des images assez clair pour détecter quand la perte s'est effectuée, comme avec les incendies forestiers d'Indonésie de 2014-2015. Nous avons seulement pu capter ces données en 2016. C'est quelque chose qui est un impact avec les données temps réel rapide. Des fois, c'est très difficile d'avoir des images claires. Merci, Lise, pour avoir donné ce contexte et pour tous nos participants. Si vous avez des questions par rapport au thème, vous pouvez euh, s- les poser, mais nous allons aussi partager notre blog avec plus de ressources disponibles. Nous allons couvrir des questions liées avec le sujet du webinaire, mais nous pouvons aussi répondre à vos questions liées aux différents sets de données. Je voulais clarifier une question posée à Willy avec l'impact sur l'histoire. Que vous avez soulevé. Est-ce que vous pouvez parler de la surveillance continue dans ces histoires et parler de comment l'accessibilité des informations et des données ouvertes sont importants en termes d'impact? Oui, je pense que ça, c'est une question très importante en considérant l'impact, parce que souvent, le point clé est que éviter la déforestation n'est pas un impact permanent. Ça n'a pas de résultat permanent. Vous pouvez avoir un cas, mais ça n'enlève pas le risque
ou la pression ou la menace sur cette forêt. Alors, avec la société de United Cacao, elle a changé son logo, sa marque et a essayé de recommencer avec une campagne assez importante pour essayer de changer les résultats dont je vous ai mentionné pendant cette présentation. Et ils ont suivi en procès les journalistes et ils disaient que vous ne pouvez pas dire déforestation malgré les définitions clairement mises en place. La bonne nouvelle est que presque 10 ans après le début de cette histoire, la, subsidiaire a perdu son procès contre Mangabe et il y a un procès maintenant pour que c'est beaucoup plus difficile au Pérou de suivre en procès les journalistes comme ça. Et ça, c'était juste après que les données soient révélées par rapport aux pertes forestières. euh, alors, la couverture consistante des journalistes est critique pour changer les points de vue, de souligner l'importance de surveillance de la déforestation. J'espère que tout le monde reconnaît que l'impact et les résultats que nous cherchons nécessitent et obligent de la persistance, particulièrement avec ces objectifs à long terme de arrêter la déforestation dans 10 ans ou avant 2030 dans le UNDR. Je vais terminer là. Merci Willy d'avoir fournir plus de contexte et je pense que ça prend du temps de surveiller l'impact et de continuer cette surveillance et c'est ce que nous voyons avec ce travail formidable de Mangabé. Je voulais aussi changer un peu par rapport à la question de historiquement les données de GFW autour de la réputation des faux positifs, est-ce que c'est pratique? C'est bien maintenant, ça fait 10 ans que Lise et Fred, vous pouvez traiter cette question de comment les sets de données ont changé et de changer aussi le point de vue par rapport à cette réputation des données. Autour des faux positifs dans les données, oui, nous avons fait beaucoup de travail à travers les années pour traiter ce problème. Je l'ai couvert un peu dans ma présentation. C'était une question depuis le début. La perte couverture arborée, ce n'est pas la déforestation, ce n'est pas la perte des forêts naturelles. Et il y a beaucoup de pertes dans les endroits, dans les plantations des arbres et ça fait en sorte que c'est plus flou. Alors, ça fait partie de notre recherche, de notre équipe. Très tôt dans l'implémentation de ces de données, nous avons collaboré avec des pays clés pour pouvoir identifier ces plantations et nous avons mis en place une base de données avec toutes les zones des arbres plantés. Vous pouvez voir ça aussi sur notre site web et c'est très utile pour pouvoir désagréger la perte quand il s'agit des zones forestières non naturelles, des zones plantées, des plantations d'arbres. Et ça ça peut être utilisé pour bien et spécifiquement cartographier les forêts naturelles avec l'utilisation de ces bases de données. Le RDC a utilisé cette base de données dans leur carte de forêt. Euh, nous maintenant vont lancer le SPTN, carte des forêts naturelles, pour avoir des vraies statistiques sur la perte forestière naturelle. Alors, très compris que ce point sur les faux positifs
a été pris sérieusement et a été bien traité à travers les années. Merci Lise pour ce contexte utile. Pendant que vous êtes là, je pense que ça pourrait être utile de répondre à cette question sans vous poser la question en espagnol, mais la différence entre la déforestation et la perte forestière pour que les utilisateurs peuvent comprendre ce que les données peuvent et peuvent pas faire. Est-ce que vous pouvez traiter ces questions aussi? Oui, bien sûr. À travers les années, le GFW, nous avons essayé de faire très attention aux termes que nous utilisions en référence de nos données. Perte, couverture arborée, ce n'est pas la déforestation, c'est juste la perte de la couverture à une échelle de pixels à 30 mètres. Ça n'identifie pas si c'était une forêt naturelle, une forêt plantée ou quel était le changement éventuel. Et ces deux informations sont importantes pour convertir ces données en pertes forestières, pertes de forêt naturelle sous la définition du FAO, qui peut être une zone de forêt plantée et avec ce changement d'utilisation territoriale pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec cette perte. Est-ce que la perte s'est repoussée dans une forêt secondaire? Ce n'est pas de la perte. Ou est-ce qu'il y avait de la conversion agriculturelle ou urbaine ou un autre changement d'utilisation du territoire et ça peut être qualifié comme déforestation. Alors, c'est difficile à faire. Il y a beaucoup de recherches qui essayent de suivre la déforestation spécifique. Nous avons un indicateur de déforestation lié avec l'agriculture que nous essayons de mettre à jour qui trace des commodités sous le UNDR et des autres et EUNDR. Mais comme il y a des changements d'utilisation, des transitions, il y a de la propriété qui peut être laissée pendant des années, c'est très difficile de confirmer qu'il y ait un événement de déforestation qui s'est passé. Alors, c'est pour ça que nous ne mettons pas des mise à jour très fréquemment parce que ça prend du temps pour vérifier euh, cet événement. Très bien, nous allons essayer de répondre encore à quelques questions, mais si nous n'avons pas pu répondre à toutes vos questions, nous vous invitons à nous envoyer un mail à notre mail gfw.org. Vous pouvez, je vais vous partager le mail aussi dans le chat. Il y a eu aussi des différentes définitions entre le GFW et le gouvernement d'Indonésie en termes de forêt primaire, forêt naturelle, forêt secondaire. Alors, l'utilisateur voudrait savoir comment ces différences ont été résolues entre GFW et le gouvernement d'Indonésie. Est-ce que vous voudriez parler de cette situation, les différences de forêt primaire et secondaire de GFW? C'est quelque chose que nous voyons aussi des différences en la définition des différents pays. Oui, il s'agit aussi de ce que Rémi a dit, l'utilisation du territoire, la couverture territoriale et chaque pays a sa propre définition d'une forêt. Comme l'Indonésie et beaucoup de pays, nous avons travaillé avec l'Indonésie et c'était super de pouvoir travailler avec eux, mais eux, ils ont une autre définition de primaire secondaire, mais nous, GFW, nous avons une définition mondiale. Alors, il y avait une différence. Nous n'avons jamais changé nos données. Nos données doivent être comparables et indépendantes des gouvernements et ça fait partie de nos valeurs principaux principale, mais nous avons regardé nos données et avons comparé et combiné avec leurs données et leur définition de primaire secondaire. Si vous regardez sur leur site, regardez notre site, nous avons nos données, le tableau de nos données et le tableau avec leur définition intégrée. Et chaque pays a ses propres définitions et nos données restent mondiales
et nous avons une définition pour que ce soit comparable à travers des différents pays. Et ça veut dire que nos chiffres diffèrent des gouvernements et c'est un des éléments qui rajoutent de la valeur parce que la définition au niveau d'un pays, nous les comparons aussi et nous utilisons leurs données pour comparer avec nos données, mais nous adorons travailler avec les gouvernements. C'était intéressant de coordonner avec l'Indonésie, de comprendre les données des deux côtés sans rien changer. Nous avons mieux compris le point de vue d'Indonésie et de l'autre côté, ils ont compris un autre point de vue. Merci beaucoup. Alors maintenant qu'avec Rémi, alors justement, vous pouvez peut-être revenir ici sur l'application dont vous avez parlé. Est-ce que c'est une application déjà disponible? Vous avez dit que c'était open source. Donc, au niveau technique, est-ce que vous voulez peut-être revenir sur cet outil, sa disponibilité pour ceux qui souhaiteraient en apprendre plus et potentiellement l'utiliser? Bien sûr, je peux clarifier. Un des aspects qui est important pour nous, enfin, c'est vraiment l'aspect de transparence. C'est un outil ici que nous avons développé, c'est un outil ouvert, vous avez accès au code et cela donc reflète ici cet élément il faut que ce soit évidemment le plus utilisable possible afin de pouvoir réellement obtenir donc toutes ces informations. Alors, par conséquent, c'est un outil ici qui est donc disponible, qui est disponible pour aussi l'utilisation commerciale. Et de même, vous pouvez l'utiliser eh bien, à différentes échelles. Nous avons des entreprises d'ailleurs qui souhaitent l'utiliser, donc à une plus grande échelle. Nous regardons également solutions à long terme pour avoir aussi potentiellement que peut-être d'autres fonctionnalités, mais pour l'instant, eh bien, c'est en cours de développement. Mais le code est disponible. C'est une application donc disponible, y compris pour un usage commercial. Je pense également qu'il y a une question, si je ne m'abuse, sur les données également tout à l'heure dans le chat. Alors, bien évidemment que des bonnes informations sont essentielles venant du terrain, évidemment, côté chaîne d'approvisionnement. Lorsque vous regardez, par exemple, ici, le cacao, le café, c'est difficile de savoir ce qui se passe. Et rien ne remplace parfois, évidemment, des informations qui sont collectées sur le terrain. Dans certains cas de figure, c'est aussi difficile de faire un retour en arrière. Et notamment que pour cela, c'est pour cela qu'on a besoin ici de données spatiales à haute résolution. Et cela a été instrumental afin d'avoir des données fiables. Ça reste des images satellites, mais elles sont extrêmement précieuses. Dans le cadre évidemment de la Global Forest Watch, vous avez donc cette plateforme. Vous pouvez donc interpréter les informations. Nous utilisons cela évidemment pour voir par exemple également les déclarations de zéro déforestation. Par conséquent, pour résumer, en plus évidemment d'avoir toutes des informations qui viennent du terrain, il y a aussi beaucoup d'informations très utiles qui peuvent revenir sur qui viennent également de ces autres plateformes. Merci beaucoup, Rémi.
Et c'est vrai que de même, ici, il y a eu ici d'autres webinaires qui ont parlé que justement que du programme, des possibilités d'avoir accès à ces différentes données. Et c'est vrai que c'est important que, ici d'expliquer que oui, les données sur le terrain sont évidemment importantes, qu'elles peuvent être complétées, qu'il y a des circonstances différentes, comme vous l'avez dit ici, très bien expliqué. Oui, et comme vous le savez, nous utilisons évidemment ces données satellitaires. Ça, c'est très clair. Pour nous, ça nous permet de commencer quelque chose. Mais ici, lorsque vous avez des alertes intégrées avec l'imagerie au quotidien, vous avez la possibilité d'identifier, comment dirais-je, ici, cette convergence ici de tous les éléments de preuve. Et c'est ce que nous cherchons à faire, à regarder ici ces éléments. Et lorsque vous avez des radars qui détectent ceci, cela, eh bien ici, vous développez justement ce contexte pour essayer de comprendre. Et ici, c'est que vous pouvez vraiment apprendre, même en allant au-delà de ces images satellites. Et je sais également que lorsque l'on voit ces images, c'est aussi un élément de preuve très important lorsque vous pouvez voir cela. Et c'est aussi il en est vrai ici lorsque vous regardez un peu en 2019 avec les incendies, je crois que c'était en Amazone, où vous avez des fumées ici qui sont arrivées même juste sur Sao Paulo. C'était pas nécessairement une grande année d'incendie par rapport à d'autres ici années, mais cela a capturé l'attention des médias sociaux. Il y a eu beaucoup de fausses images ici en disant, voilà, c'était des images d'incendies précédents. Et vraiment, c'est très intéressant lorsque vous voyez aussi le pouvoir de ces images. Donc, la possibilité de voir visualiser les choses, c'est important. C'est une des valeurs ici de ce travail, la haute résolution, la clarté des images et la capacité, la disponibilité finalement de tout cela. Donc, c'est une source réellement standard ici, c'est important. Alors, merci beaucoup parce qu'il s'agit... Oh, et pardon, j'ai un autre exemple ici que je voulais mentionner, mais aussi Amazon Mining Watch, qui a commencé avec des journalistes, y compris Mangabey, mais aussi d'autres centres, qui ici, justement, utilisent ce type d'imagerie et cette vision informatique pour détecter l'expansion. Ici, des zones minières en Amazonie. Je sais qu'on a beaucoup parlé de l'agriculture aujourd'hui, mais très clairement, eh bien, on peut aussi utiliser cela pour détecter des mines. Et c'est là pour ça aussi que c'est important, parce que, évidemment, cela joue un rôle. Merci beaucoup. On ne peut pas effectuer évidemment de suivi si on ne peut pas voir. Donc oui, je suis tout à fait d'accord. C'est ce qu'on a pu bien évidemment identifier, détecter. Donc merci beaucoup d'être revenu là-dessus. Et nous avons d'ailleurs
un autre webinaire qui reviendra cette année aussi sur l'aspect minier, puisque vous l'avez mentionné, afin de pouvoir justement sensibiliser, comprendre finalement ce que nous allons pouvoir mettre en place. Alors, je sais qu'il y a eu beaucoup de questions. Nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions, mais merci de nous avoir ici envoyé toutes ces questions. N'hésitez pas à nous contacter par email si vous souhaitez obtenir une réponse à vos questions et nous chercherons à répondre. Et pour conclure, une question de Lise. De nombreux utilisateurs et partenaires utilisent par exemple biomasse. Et donc, justement, par rapport à la recherche, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, revenir sur les avantages, ici dans le contexte brésilien, par exemple, des différences de ces différents outils qui sont disponibles? Oui, bien sûr. Alors, nous admirons évidemment Biomasse et ses données, et d'autres d'ailleurs plateformes. En fait, ça dépend. Les informations qui sont disponibles, cela dépend des questions que vous posez, de l'échelle de l'analyse, et savoir si la définition ici vous permet de répondre à vos questions par rapport à vos questions de recherche, puisque là, vous me posez une question sur la recherche. En général, ça peut être aussi des informations qui sont complémentaires. Cette convergence d'éléments de preuve, ces données proposent différents éléments. Donc ici, si vous ne travaillez qu'au Brésil, en effet, ici, c'est à vous de voir en fonction des données qui sont disponibles sur ces plateformes. Et oui, peut-être que la Global Forest Watch puisse ici peut-être également offrir un avantage en fonction de la disponibilité, notamment sur, par exemple, la définition des forêts aussi, et puis bien sûr des informations partout au niveau international. Donc si vous essayez de comparer la situation au Brésil et d'autres pays, cela pourrait également ici être utile. Et puis nous publions aussi plus rapidement parce que on se concentre sur la perte de la couverture forestière. Alors d'autres applications utilisent ou s'attachent à d'autres éléments. Donc, ça prend un peu plus de temps de publier des données. Donc, ce sont différents facteurs à prendre en compte. Comme nous le savons de même, il s'agit aussi de pouvoir également regarder eh bien, les tailles de parcelles, donc le niveau de détail. Mais ici, par exemple, les pertes liées ici aux pertes de forêt secondaires ou de peut-être à une échelle ici plus petite, eh bien dans ce cas-là, d'autres systèmes ici pourraient être également utilisés. Donc je suis désolée, je sais que cela ici est un peu une réponse de Normand, ça dépend. C'est oui et non, ça dépend du système que vous voulez utiliser. Et vous pourrez bien évidemment ici retrouver beaucoup d'informations dans les blogs techniques en la matière. Merci beaucoup, Lise. Et vous l'avez dit, il y a différentes sources de données qui ont été abordées aujourd'hui ou pas d'ailleurs, mais on pourrait continuer à en parler. Mais je voudrais vraiment vous remercier. Une dernière question sur les solutions pour la lutte contre la déforestation. Et je vais inviter ici tous nos panélistes peut-être à peut-être nous donner un mot de la fin. Et ici, notamment en matière de recommandations contre lutte contre la déforestation. Donc, juste un mot de la fin pour chaque panéliste avant de conclure ce webinaire, s'il vous plaît. Des efforts aussi de beaucoup de bénévoles. Et au jour d'aujourd'hui,
Nous avons donc ces approches réglementaires et donc ça va prendre du temps, bien évidemment. Ça va être, bien évidemment une convergence nécessaire par rapport à ces initiatives, mais très certainement des outils comme, Global Forest Watch va nous permettre de consolider ces efforts. Merci. De même, très brièvement, je voudrais d'abord, remercier vraiment tous ceux qui ont participé, toutes les questions qui ont été posées. Je pense que l'impact ici, en fait, ce que nous sommes en train de faire ici aujourd'hui, eh bien, nous verrons les impacts, à l'avenir et vraiment que ce que nous avons fait, eh bien, au tout début, eh bien, ont des impacts au jour d'aujourd'hui et ce que nous faisons aujourd'hui auront des impacts, à l'avenir. Donc, la persistance est clé. Ici, il faut persévérer. Lise, oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Et en plus de ce qui a déjà été dit par rapport aux engagements, ici, je pense que la volonté politique est absolument essentielle. Élire réellement eh bien, des politiques qui sont réellement impliquées et aussi des incitations économiques, de protection des forêts, c'est important. Il faut qu'il y ait plus d'efforts de faire en la matière et bien sûr aussi maintenir les droits des peuples autochtones parce qu'ils sont les meilleurs protecteurs de ces forêts avec ces communautés traditionnelles qui maîtrisent très bien ces espaces naturels. Eh bien, pour moi, je dirais que c'est maintenant. Et ici, pour les données spatiales, alors on voit évidemment les cadres réglementaires qui sont là, comme Rémi l'a dit. Il y a également ici, eh bien, le respect des obligations maintenant de ces cadres réglementaires. Donc, les outils sont là et donc c'est maintenant. Il faut agir ici, comme Lise l'a dit, il faut réduire évidemment la déforestation, mais c'est aussi maintenant qu'il faut réellement eh bien, regarder où et ce qui se passe et où, et d'utiliser cette transparence des données pour aller de l'avant et réduire la déforestation et accroître le développement durable. Merci à tous les intervenants, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous pour ce mot de la fin. Merci et je vous retrouve très bientôt lors d'un prochain webinaire et vous allez recevoir un copie ici de toutes les présentations ainsi que l'enregistrement de ce webinaire. Je vous remercie. Et ici, je vous retrouve à la prochaine édition de nos webinaires.